Sur la planète finance, il y a le système bancaire classique et le shadow banking. Pour comprendre comment fonctionne le financement de l'économie mondiale, prenons un exemple simple. Paul a des projets. Il a besoin d'argent pour acheter une voiture, investir dans une maison ou créer une usine. Paul se tourne donc vers sa banque. La banque étudie son dossier, puise dans les dépôts bancaires que ses clients lui versent et propose à Paul un crédit qu'il remboursera tous les mois. La banque, elle, devra garder une partie de ses bénéfices dans ses fonds propres et écrire la transaction dans son bilan, car les banques sont réglementées. Des clients comme Paul, la banque en a des milliers, mais certains ont des profils plus risqués ou font face à des difficultés. Or, la banque n'a pas le droit d'avoir trop de créances dites douteuses. Pour rester dans la légalité, la banque va donc se tourner vers le shadow banking. En fait, elle va faire ce qu'on appelle de la titrisation. C'est-à-dire qu'elle va sortir de son bilan ses créances les mettre dans un même panier, les mélanger, et elle va émettre des titres dits structurés. Ces titres sont ensuite notés par les agences de notation. Plus le titre sera jugé risqué, plus la note sera mauvaise et donc plus le taux d'intérêt sera élevé. La banque va ensuite vendre ces titres à de très gros investisseurs. Concrètement, ce sont des banques d'investissement, des fonds mutuels, des fonds monétaires, des hedge funds. Tous ces acteurs du shadow banking utilisent des techniques financières très sophistiquées et risquées. Pourtant, les activités ne sont pratiquement pas réglementées. Depuis les années 2000, le shadow banking s'est fortement développé. Aujourd'hui, il est même devenu essentiel au bon fonctionnement de l'économie. Quand tout va bien, la machine du crédit tourne sans problème. Mais le système présente un gros défaut, l'interdépendance de tous les acteurs. Si un maillon se casse, il risque de contaminer tous les autres. Problème, à la fin, c'est la banque traditionnelle qui a émis les titres qui est tenue pour responsable. Si la banque est très grosse, elle sera sauvée de la faillite par l'État pour éviter que le système entier n'explose. C'est exactement ce qui s'est passé avec la crise des subprimes en 2007. Des dizaines de milliers d'Américains avaient contracté des crédits immobiliers à taux variables. Quand les taux sont remontés, ils ne pouvaient plus rembourser, provoquant une chute du marché. La crise financière américaine s'est répercutée sur les banques du monde entier, surtout européennes. 8 ans après, l'économie mondiale ne s'est pas totalement remise et le shadow banking n'est toujours pas réglementé. Sur la planète finance, il y a le système bancaire classique et le shadow banking. Pour comprendre comment fonctionne le financement de l'économie mondiale, prenons un exemple simple. Paul a des projets. Il a besoin d'argent pour acheter une voiture, investir dans une maison ou créer une usine. Paul se tourne donc vers sa banque. La banque étudie son dossier, puise dans les dépôts bancaires que ses clients lui versent et propose à Paul un crédit qu'il remboursera tous les mois. La banque, elle, devra garder une partie de ses bénéfices dans ses fonds propres et écrire la transaction dans son bilan, car les banques sont réglementées. Des clients comme Paul, la banque en a des milliers, mais certains ont des profils plus risqués ou font face à des difficultés. Or, la banque n'a pas le droit d'avoir trop de créances dites douteuses. Pour rester dans la légalité, la banque va donc se tourner vers le shadow banking. En fait, elle va faire ce qu'on appelle de la titrisation. C'est-à-dire qu'elle va sortir de son bilan ses créances les mettre dans un même panier, les mélanger, et elle va émettre des titres dits structurés. Ces titres sont ensuite notés par les agences de notation. Plus le titre sera jugé risqué, plus la note sera mauvaise et donc plus le taux d'intérêt sera élevé. La banque va ensuite vendre ces titres à de très gros investisseurs. Concrètement, ce sont des banques d'investissement, des fonds mutuels, des fonds monétaires, des hedge funds. Tous ces acteurs du shadow banking utilisent des techniques financières très sophistiquées et risquées. Pourtant, les activités ne sont pratiquement pas réglementées. Depuis les années 2000, le shadow banking s'est fortement développé. Aujourd'hui, il est même devenu essentiel au bon fonctionnement de l'économie. Quand tout va bien, la machine du crédit tourne sans problème. Mais le système présente un gros défaut, l'interdépendance de tous les acteurs. Si un maillon se casse, il risque de contaminer tous les autres. Problème, à la fin, c'est la banque traditionnelle qui a émis les titres qui est tenue pour responsable.
Si la banque est très grosse, elle sera sauvée de la faillite par l'État pour éviter que le système entier n'explose. C'est exactement ce qui s'est passé avec la crise des subprimes en 2007. Des dizaines de milliers d'Américains avaient contracté des crédits immobiliers à taux variables. Quand les taux sont remontés, ils ne pouvaient plus rembourser, provoquant une chute du marché. La crise financière américaine s'est répercutée sur les banques du monde entier, surtout européennes. 8 ans après, l'économie mondiale ne s'est pas totalement remise et le shadow banking n'est toujours pas réglementé.